Ma parole. Le podcast d'entretien d'Outre-mer la première, présenté par Cécile Baquet. Bonjour Jacob Desvarieux. Bonjour. Vous êtes chanteur, guitariste, compositeur et l'un des cofondateurs du groupe Cassave, le premier groupe français à avoir rempli le Stade de France en 2009. Cassave, c'est une usine à tubes en créole et un groupe qui a une capacité à faire danser sans pareil. Mais avant de se pencher sur votre longue et belle carrière au sein de Cassave, on va s'intéresser à votre enfance, Jacob Desvarieux. Vous êtes né à Paris en 1955. Pourquoi êtes-vous né à Paris et pas à Marseille, Dakar ou Pointe-à-Pitre ? À l'époque, je crois que ma mère était venue en France pour faire une formation pour devenir couturière. Et je suis né à ce moment-là. Alors comme elle était à Paris, je suis né à Paris. Et après Paris, vous êtes allé en Guadeloupe et en Martinique. Quels souvenirs gardez-vous de vos jeunes années aux Antilles ? J'étais tout petit, je suis parti à l'âge de 3 mois en Guadeloupe. Et à 5 ans, je suis parti en Martinique. Alors je me rappelle des vagues trucs en Guadeloupe. Des anecdotes, quoi. Et puis en Martinique, un peu plus, parce que là, j'allais à l'école, tout ça, donc c'était entre 5 ans et 10 ans, on se rappelle plus de choses. Et vous étiez à Fort-de-France ? À Fort-de-France, entre autres. J'étais au Lamontin, j'étais à Jeanne d'Arc, après j'étais à Mont-Pitot, et c'est un cyclone qui nous a fait partir. C'est un cyclone qui vous a fait partir de la Martinique ? Oui. C'était quel cyclone ? Je pense que c'était Edith, mais je suis pas sûr, faudrait que je vérifie avec les dates. Ouais. Je sais que le toit de la maison était parti, enfin une grande partie du toit était parti, et du coup tous les meubles, tout avait été trempé, enfin. Et puis il y a eu l'occasion, alors je pense que c'est le Bumidum qui nous a fait, qui a arrangé le coup pour que ma mère puisse rentrer en France, trouver du travail, enfin tout refaire, puisque là elle avait tout perdu, quoi. Ouais, c'était plus possible de rester. Non. D'où vous vient votre prénom Jacob ? De la Bible. Et c'est votre mère qui l'a choisi ? Oui. C'est-à-dire qu'elle lisait la Bible à ce moment-là. Et donc, elle a choisi le prénom. Je ne sais pas en fonction de quoi. Mais je sais qu'elle m'a toujours dit que c'est parce qu'elle lisait la Bible. Ouais, c'était sympa. Elle vous a jamais expliqué vraiment précisément pourquoi ? Non, peut-être qu'elle s'est arrêtée sur ce chapitre au moment de l'accouchement. Ou peut-être, je ne sais pas, peut-être autre chose. Elle m'a jamais dit précisément, non. Et alors après ce fameux cyclone, vous êtes arrivé où, à Paris ? À Paris, au Vésiné. C'était sympa à l'époque, mais je m'en rendais pas compte. Et puis, je crois que c'est peut-être 2 ans après, je suis parti au Sénégal. Et pourquoi vous êtes arrivé au Vésiné ? Parce que ma mère travaillait pour des gens qui habitaient le Vésiné. Ouais. Donc du coup, on s'est retrouvés là-bas, dans une propriété, truc... des gens bien, quoi. On va dire ça comme ça. Et puis, du coup, je me suis retrouvé dans une école. Alors, c'était un pensionnat, qui était à côté, d'ailleurs, juste à côté. Un pensionnat de curé. Et puis après ça, on est parti. Après ça, on est parti au Sénégal, ouais. Et votre mère, elle était toujours couturière ? Toujours. Ouais. Alors... Elle était couturière, et puis là, en l'occurrence, au Vésiné, elle faisait pas couturière, elle faisait bonne à tout faire, quoi, en gros. Et on y est resté, je me rappelle plus combien de temps, parce qu'à l'époque, c'était pas le premier de mes soucis. Et vous étiez toujours tout seul avec elle, en fait ? Oui. Vous étiez son fils unique ? C'est la première fois où on a été séparés, d'ailleurs, c'était au Vésiné, pour que je puisse aller dans le pensionnat. Et alors, votre mère, elle s'appelait comment ? Cécile Desvarieux. Ouais. Et donc après le Vésiné, c'est là que vous êtes parti au Sénégal ? Oui, parce qu'en fait, elle a toujours été intéressée par ce qui se passait en Afrique ou ce qui était supposé s'y passer, quoi. Sachant qu'à l'époque, il y avait un journal qui s'appelait Bingo, qui était le seul journal qui parlait de l'Afrique. Moi, je m'en souviens parce que j'étais petit et que je trouvais que le papier était pratiquement transparent et que on voyait des photos avec des arbres qui descendaient dans des fleuves, qu'on mettait dans les fleuves pour les faire descendre, plutôt que des camions ou des trains, parce que je suppose que c'était plus pratique par le fleuve à l'époque. D'habitude, on voyait ça plutôt au Canada, mais... Oui, mais c'est... Oui, aussi en Afrique. C'est pareil. Ouais. Et on voyait des photos comme ça. Ça parlait de... C'était un magazine Bingo, c'est ça, qui parlait de l'Afrique ? Oui. Et là-dedans, il y avait des trucs politiques, il y avait
des assassinats, une certaine façon de voir l'actualité. Et ma mère est entourée de gens justement qui doutaient, l'image qu'on donnait de l'Afrique. Bon, c'est toujours pareil d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé, mais ils étaient persuadés que c'était pas la réalité, quoi. Qu'il n'y avait pas que ça, qu'il n'y avait pas, que c'était pas autant de tiers-monde que ce qu'on disait, etc. Et donc elle voulait voir de ses yeux. Elle avait cette curiosité-là. Ouais. Et donc vous êtes parti comme ça, du jour au lendemain, en Afrique avec votre maman, oui. Et vous aviez 10 ans. Oui. Et là, du coup, on y est resté 2 ou 3 ans. Moi, en tant qu'enfant, c'était pas... La différence, c'est que les gens parlaient pas la même langue. Et encore, parce que tout le monde parlait français, plus ou moins. Mais disons qu'ils parlaient une langue que je connaissais pas. En dehors de ça, c'était comme les Antilles, quoi. C'est pareil. Il y avait plus de monde. Il parlait le Wolof. Et oui. Vous étiez du coup scolarisé dans un établissement francophone? Comment ça se passait? Les écoles étaient francophones. Alors j'ai eu 2 ou 3 écoles, parce qu'entre-temps je changeais de classe. Ce qu'il y avait de différent, c'est, à part la langue, c'était pareil. Et puis je crois que à cet âge-là, je me rendais pas vraiment compte de la différence entre, 300 000 habitants et 1 million d'habitants, parce qu'on les voit pas tous. Donc on voit juste les gens l'environnement. Alors ça fait une différence, quand on arrive en France et qu'on est noir, à cette époque-là en tout cas, quand on est noir et qu'on arrive en France, on voit beaucoup de blancs d'un coup, alors que quand on est en Guadeloupe ou en Martinique, on en voit très peu. On voit les gendarmes, les instituteurs, les trucs comme ça, les fonctionnaires, quoi. Arrivé là-bas, la majorité des gens sont des noirs, point. Quand on voit un blanc, c'est waouh. Et quand est-ce que votre mère vous a offert une guitare et pour quelle raison? C'était avant ou Oui, c'était avant. C'était avant le Sénégal, hein? Oui, c'était pendant qu'on était en France. Comme tous les gamins de mon âge, je voulais un vélo. Et elle a dit non, c'est trop dangereux. Donc tu auras une guitare, point. Même pas en se disant que je serais musicien ou quoi que ce soit. C'était pour avoir la paix, quoi. Et donc vous avez eu une guitare au Vésiné? Ouais, alors j'ai eu une guitare, je savais pas jouer, d'ailleurs ça m'intéressait même pas. J'ai appris une seule chose, qu'il y avait un manuel avec la guitare, et j'ai appris comment l'accorder. C'est tout. Et vous êtes parti avec cette guitare au Sénégal? Oui, ça faisait partie des meubles ou des choses qu'on transportait, quoi. Et d'ailleurs, c'est resté sur un meuble pendant très très longtemps. Et vous connaissiez votre papa ou pas du tout? À cette époque-là, non. J'en ai entendu parler, oui, bien sûr. Je connaissais son nom, je connaissais tout ça, mais lui, je l'avais jamais vu encore. Il est guadeloupéen? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Vous l'avez connu par la suite? Oui, connu, je l'ai rencontré. Quand vous étiez beaucoup plus oui, j'étais carrément... La première fois que je l'ai vu, je devais avoir 18 ans. La deuxième fois, je devais avoir 25 ans. Votre maman, elle avait plus tellement envie de le... c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin... ou non, elle n'avait pas envie de le voir. Elle me l'a montré en me disant, mais justement, si jamais un jour, et elle était persuadée que ça arriverait, elle me dit, le jour où tu seras riche, peut-être que tu auras une grosse voiture et que tu vas rouler... et puis que, je sais pas, tu vas croiser ton père sans savoir que c'est lui. Mais il se trouve que ce jour-là, il pleut, il y a des flaques d'eau et tout, et toi, tu vas passer, tu vas l'arroser. Donc au moins que tu saches qui c'est, quoi. Que tu l'écrases pas, on sait jamais. Oui, donc elle l'aimait pas beaucoup. Ça a été compliqué, quoi. Voilà. Ouais. Ça a été... Et alors, au Sénégal, est-ce que vous étiez heureux dans cette ambiance complètement différente que le Vésiné? Oui, beaucoup plus, parce que au Vésiné, il n'y avait rien à voir, quoi. Enfin, je veux dire que ma mère travaillait, moi j'étais... en pensionnat. Oui, là, en attendant la rentrée des classes, et j'étais en pensionnat, donc le pensionnat, c'est pas rigolo, quoi. Oui, et puis en plus, on est isolé, enfin, moi, je peux pas dire que j'ai souffert du racisme, de violence ou de choses comme ça. Mais étant le seul noir, ça fait un peu bizarre, quoi. Arrivé au Sénégal, c'était pareil d'ailleurs, hein, là-dessus, sur ce plan-là, on m'appelait le blanc. Chose que j'ai compris 20 ans après, quoi, quand je suis revenu, avec Kassav notamment, quand je suis revenu en Afrique, quoi. C'est là que j'ai compris pourquoi on m'appelait le blanc. Alors que la plupart des gens qui m'appelaient le blanc, ils étaient moins noirs que moi. Et pourquoi ils vous appelaient le blanc? Mais parce que,
moi, j'arrivais là-bas, j'étais un blanc pour eux. Parce que, à part la couleur de la peau, l'éducation, les repères, en fait, tout ce que je connaissais, c'était les trucs des blancs. Parce que nous, on apprend à l'école des blancs. Quand on est aux Antilles, on apprend Vercingétorix, on apprend toutes les références qui correspondent aux Européens. Plus ou moins même aux Français. Donc, quand on arrive à cette époque-là, par exemple, quand on arrivait en Afrique, ou même en restant ici, moi j'étais petit, mais les adultes, par exemple, pour dire que, mettons que la veille, ils avaient dîné avec je sais pas, un autre Antillais, ils disaient, ouais, j'ai dîné avec un noir. Alors, un blanc, lui, dit, j'ai dîné avec un noir. Ben oui, tout le monde comprend, hein. C'est clair, c'est même pas du racisme, c'est comme ça, quoi. Quand un noir le dit, on est obligé de se poser la question, mais il parle de quoi? Voilà, on n'entendra jamais un blanc dire tiens, j'ai dîné avec un blanc hier. Voilà, bon, et ça, on a été éduqués comme ça. Donc, arrivé en Afrique, évidemment, on a des réactions des fois, et ils nous regardent, ils disent c'est quoi leur problème? Et c'est des choses que vous avez compris bien plus tard, en fait. Ben oui, quand je suis revenu adulte, entre-temps, moi, j'ai eu à travailler avec beaucoup d'Africains en faisant de la musique. Et il y a des choses au bout d'un moment où vous finissez par comprendre qu'il y a un problème, quoi, où quelqu'un vous explique, ou voilà. Et puis j'avais d'autres copains autour de moi qui, eux, ils comprenaient pas ça. Et alors c'est au Sénégal que vous avez appris la guitare? Oui, le hasard a fait que en face de chez moi, il y avait un guitariste qui lui était déjà professionnel en fait. Bon, il jouait dans le plus grand groupe du coin. Enfin. Et il jouait dans une boîte. Mais alors le problème, c'est que en tant que musicien, lui, il venait dans la boîte, il y avait déjà tous les instruments, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais lui-même n'avait pas son instrument à lui. Il pouvait se balader avec, tout ça, c'était pas comme ça à l'époque. Et du coup, moi j'ai vu que tous ses petits frères, ils savaient jouer de la guitare. Ils jouaient quelque chose. Alors que moi, j'avais une guitare et je savais pas jouer. Et donc, et puis il s'est aperçu que j'avais cette guitare, et donc il m'a demandé de lui prêter. Donc je lui prêtais, il allait jouer avec. Je pouvais pas aller le voir parce que j'étais trop petit, je pouvais pas rentrer dans l'endroit. Donc du coup, pour moi c'était un peu une légende, quoi. Le gars il joue de la guitare, oui, il joue dans une boîte, un truc professionnel, tout ça, mais bon, ça représentait rien pour moi, quoi. Puis un jour j'ai fini par lui dire, bon, apprends-moi à jouer un morceau parce que là, je suis jaloux. Je vois tes petits frères comme mon âge, ils savent jouer, moi je sais pas jouer. C'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est comme ça que vous avez appris. Et est-ce qu'avec votre mère, vous parliez le créole pendant toutes ces années, d'abord aux Antilles, puis après au Sénégal? Ah partout. De toute façon, elle ne parlait qu'en créole. Pour qu'elle parle français, bon, oui, évidemment, elle savait parler français, donc si elle voit que vous ne comprenez pas, elle ne va pas insister. Mais a priori, vous arrivez, vous pouvez venir de n'importe où, et vous parlez créole. Point. Et donc du coup, votre créole, il était... En tout cas, vous compreniez tout, et vous lui répondiez en créole? Ah oui, on parlait en créole. Alors après, notamment quand je suis arrivé avec Kassav, je me suis rendu compte que le créole que je parlais, en fait, que je pratiquais, c'était le créole des années, on va dire, 50-60, alors qu'on était en 80. Parce que les langues évoluent. Bon, mais comme elle était à l'étranger, donc elle parlait toujours la langue avec les termes de son époque, quoi. Et vous aimiez, vous, l'école au Sénégal? C'était intéressant Ah ouais, c'était... le niveau était violent. Hein, c'est-à-dire que le Sénégal, c'est le pays où, comment vous dire, le premier président, c'était Léonard maintenant, Léopold Sédar Senghor, qui est quand même un lettré, un érudit, et donc ça a traîné tous les Sénégalais vers le haut dans ce sens-là, quoi. Bon, vers le français, bien parlé, bien écrit, etc. Et le niveau scolaire était très élevé. Donc du coup, quand je suis revenu en France, j'avais un an d'avance. En tout cas, surtout, ouais, à tous les niveaux, hein, en maths, en français, en tout. En plus, ça correspondait à la période où il y a eu mai 68. Donc on a fini notre scolarité au Sénégal, alors qu'en France, c'est terminé plus ou moins. Donc du coup, l'année d'après, quand je suis arrivé, je crois que je passais en 5e. Pendant la moitié de l'année, voire les 3/4 de l'année, on faisait des programmes que j'avais déjà vus, quoi. Et là, vous étiez à Marseille, c'est ça? Oui.
Et c'est là, à Marseille, au collège, que vous avez commencé à faire du rock et à jouer avec un groupe qui s'appelait les Bad Grass. C'est bien ça? Oui, alors j'ai commencé avec un groupe au collège d'abord. On avait un nom, oui, je sais plus. Avec des copains de classe, quoi. Alors, il y en a qui on savait même pas jouer. Hein. Enfin, on faisait ça pour s'occuper. Et puis, au fur et à mesure, on a évolué. Bon, moi, je me suis retrouvé à jouer avec d'autres groupes. Et puis j'ai continué, quoi. Et avec les Bad Grass, qu'est-ce que vous jouiez? C'était un peu des reprises, non? Oh, on faisait aussi des chansons à nous. Alors, on faisait du rock, on faisait plein de trucs, je sais plus. Moi, on faisait des choses. On avait un guitariste qui était un Camerounais et qui lui, il avait envie de jouer du rock. Et moi, je trouvais plus intéressant ce qu'il faisait lui. Donc du coup, on se complétait. On faisait. Il m'a initié un petit peu, disons, à la musique africaine. Enfin, c'est un grand mot, mais à une des musiques, quoi. Et puis. Après ça, j'ai continué à jouer avec d'autres gens, alors mais on jouait surtout du rock, puisque bon, à l'époque, c'était ça qui était la musique du moment. Et au bout d'un moment, vous avez lâché les études pour la musique. Quand est-ce que c'est arrivé? C'est-à-dire que j'étais entouré de gens qui me disaient toute la journée que j'étais bon, que je jouais bien, et tout ça. Et puis, j'admirais aussi des artistes qui, eux, je sais pas, on s'est jamais posé la question est-ce qu'ils avaient le bac ou des choses comme ça. Mais n'empêche qu'ils sont arrivés à être les meilleurs du monde et du coup, en tout cas, ils ne se vantaient pas d'avoir fait des études supérieures ou autres. Donc, on se disait, ça sert à rien. Voilà. Et donc, vous avez envoyé balader les études au lycée ou Oui, à la fin au lycée. Bon, disons, c'est même pas envoyé balader, c'est que je trouvais pas ça intéressant parce que c'est pas que j'apprenais pas, mais je trouvais pas, comment dire. C'était pas passionnant, quoi. Bah oui. Oui, alors je dirais... Par rapport à la musique? Oui, la musique, c'était passionnant parce que je découvrais les choses, quoi. Ouais. Là, ouais, en plus, j'avais de la chance. Bon, je m'en rends compte maintenant. Hein. J'avais de la chance d'avoir de la mémoire et une certaine logique. Donc, quand je lisais un truc une fois, vous pouvez m'interroger dessus, il n'y a pas de problème, je vous le récite. Bon, et comme on me demandait de réciter, réciter, voilà, j'avais de la chance pour ça. Donc, j'avais des bonnes notes. Je travaillais pas, j'ai jamais forcé pour apprendre un truc par cœur. Bon, j'arrivais 5 minutes avant la classe, je regardais le truc et je disais oh, c'est bon, je suis prêt. Et votre mère, elle voyait ça de quel œil en fait que vous vous lanciez plus dans la musique que dans les études? C'est-à-dire qu'au début, pour ça que je faisais de la musique comme ça, quoi. Et puis au bout d'un moment, à force d'entendre des gens, des amis à elle même, dire qu'ils ont entendu parler de moi, que je jouais bien, etc., ou qu'il y a un professionnel qui a parlé de moi en disant du bien, elle s'est dit, peut-être que c'est ma voix. Hein. Ouais, elle vous a pas contrarié? Non, du tout. Et donc vous êtes devenu arrangeur, vous avez travaillé en studio à Paris, hein, oui. et vous faisiez un peu ce que vous aviez choisi, vous étiez heureux du coup? Oui, parce que à ce moment-là, le problème de... heureux, c'était faire ce qu'on aime, quoi. En fait, je crois que jusqu'à maintenant, c'est comme ça. C'est se lever le matin en se disant, le truc qu'on va faire, c'est un truc qui nous passionne. Et qu'on va arriver, en plus, à gagner notre vie avec. C'est génial. C'est le meilleur métier du monde, quel que soit le métier, je veux dire. Donc, à cette époque-là, je gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'étais content, quoi. Je rencontrais des gens que je voyais à la télé, que je pensais même pas que j'aurais pu croiser leur chemin un jour. Je sais pas, je faisais de la musique, je faisais des choses intéressantes. Voilà, donc c'était surtout ça qui était important, quoi. Et vous étiez monté à Paris? Je suis monté à Paris pour ça. Parce que à Marseille, comme dans toutes les provinces, hein, au bout d'un moment, quand vous commencez à être à peu près potable, on vous dit il faut monter à Paris parce que voilà, l'horizon est un peu fermé, quoi. Et que tout se passe là-haut. Donc je suis monté et j'ai eu de la chance. Merci Jacob Desvarieux, on se retrouve très vite pour le 2e épisode de Ma Parole dans lequel on va parler bien sûr de Kassav, votre groupe.
Jacob Desvarieux, après avoir évoqué dans notre premier épisode votre enfance aux Antilles puis au Sénégal, vos premiers pas dans la musique à Marseille puis à Paris, nous allons ensemble retourner en 1979. Vous avez 24 ans et là vous faites une rencontre décisive avec le musicien guadeloupéen Pierre-Édouard Décimus. D'abord, qui était Pierre-Édouard Décimus ? Alors, un jour, une maison de disques avec qui je travaillais, entre autres, me dit, tiens, il y a quelqu'un qui aimerait travailler avec toi. Il cherche un arrangeur, mais il veut... Bon, c'est compliqué. Bon, j'ai rencontré Pierre-Édouard, que je connaissais pas, hein, bon. Moi, à l'époque, je m'intéressais pas à la musique antillaise, ou je m'y étais jamais intéressé. Bon, j'avais déjà entendu un ou deux trucs, mais sans plus, quoi. À part les trucs quand j'étais petit, oui. Mais je m'intéressais pas à la musique à cette époque-là. Et là, il me dit, voilà, moi, je suis musicien, je joue dans un groupe qui s'appelle les Vikings de Guadeloupe. Et là, j'ai un projet, je voudrais faire de la musique antillaise, mais je voudrais qu'elle puisse être écoutée dans le monde entier. Ah, c'est ambitieux, hein. Bah oui, là, c'était carrément mégalo, quoi. Alors, à l'époque, on n'utilisait pas ces termes-là, mais c'était... J'ai dit, oui, bon, pourquoi pas, de toute façon, tout est possible, hein. Et là, c'était à Paris, hein, c'est ça ? Oui, c'était à Paris. Et donc, il me dit, bon, voilà, il a cherché, parce qu'il joue avec un groupe où il y a, bon, pratiquement les meilleurs musiciens du coin, quoi, enfin, en Guadeloupe. Si c'est pour faire avec eux, ben, ça va faire la même chose. Or, lui, il veut faire autre chose. Bon, il veut que ça sonne autrement, il veut, voilà. Et on a parlé pendant 1 an. Mais vous l'avez pris au sérieux quand même, hein ? Ben oui, parce que il est sérieux. C'est-à-dire quand il vous explique un truc, oui, vous voyez où ils vont en venir, mais même si ça paraît un peu comme si on vous dit bon voilà. Alors, on voudrait aller sur Mars pour installer une tente. Oui, ok. On va faire ça comment ? Mais il a pas l'air de dire ça comme ça, quoi. Donc c'est bon, c'est une ambition. Il y avait des raisons à ça. Enfin, il m'a expliqué pourquoi il en était arrivé là, etc. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé avant de faire de la musique, quoi. Et le nom du groupe Kassav, il est venu comment ? Qui est-ce qui en a eu l'idée ? Faut dire que les Vikings, c'était pas terrible, hein. Ben, c'est de là que c'est parti. C'est que ce groupe-là, en fait, bon, il jouait dans les hôtels, il faisait des balles, etc., ce qu'il y avait à faire à l'époque. Et puis un jour, ils ont joué, d'après ce qu'il m'a expliqué, ils ont joué dans un hôtel au Méridien. Et il y avait plein de touristes, et les touristes étaient contents, ils dansaient, machin. Et puis à un moment, quelqu'un leur a demandé, mais comment s'appelle votre groupe ? Et il a répondu, les Vikings de Guadeloupe. Et évidemment, les gens se sont mis à rire. C'était des Européens. Ils se sont mis à rire, ils ont dit, les Vikings, ils sont tout noirs. Bon. Donc ça l'a vexé sur le moment, puis après il a réfléchi, il a dit, ouais, ils ont raison. Comment je vais expliquer à mes enfants, plus tard, que je jouais dans un groupe qui s'appelle les Vikings. Bon, les Vikings, dès que tu dis Vikings, on voit des blonds aux yeux bleus. Enfin bon, on imagine ça comme ça. Ouais, des cornes. Voilà. Bon, mais certainement pas noirs. Bon, jusqu'à l'époque, on pouvait pas imaginer un noir qui va dans ces pays-là, quoi. Donc, d'où ça venait ? Bon, d'ailleurs, tous les groupes à l'époque s'appelaient les Aiglons, les Maxel, les ceci, les cela, ou alors des noms anglais ou des noms espagnols. Bon, voilà. Et de cette réflexion est arrivé le fait que, d'ailleurs, il est guadeloupéen, donc la musique qu'il doit faire, ça doit être la musique guadeloupéenne, dans le sens où, si c'est un Japonais qui écoute cette musique-là, il se dit, ah, ça c'est la musique qui vient de Guadeloupe, c'est pas la musique d'Espagne, ou la musique du Maroc, ou de Dieu sait où. Donc il faut qu'on puisse reconnaître cette musique-là. Et le nom, Kassav ? Et le nom, pareil, il faut qu'il y ait un nom qui vienne de ce coin-là, quoi, qu'on sache d'où ça vient, que c'est un truc culturel, quoi. C'est pas... Et c'est votre idée ou c'est la sienne ? Ah non, pas du tout. Moi là-dedans, moi je suis arrivé en dernier, donc il avait déjà réfléchi à tout son truc, tout son concept. Ah donc c'est Pierre-Édouard Décimus qui avait donné le nom de cette galette de manioc. Ah oui, c'est-à-dire ça a été choisi, alors je crois qu'il y avait lui et Freddy Marshall, enfin moi de ce qu'il m'a expliqué, hein. Ils ont réfléchi sur la question et ils se sont dit, tiens, ce nom-là, ça pourrait être bien. En plus, c'est pratique parce que, quelle que soit la langue que vous parlez, vous ne pouvez pas dire Kassav autrement que Kassav. Il y a des noms où vous pouvez essayer, pour dire les Beatles, par exemple, je me rappelle à l'époque, les Français, on avait du mal à dire The Beatles. Et on disait quelque chose, mais bon, qui était censé être ça, mais on ne sait pas exactement. Bon. Et pareil pour tous les groupes.
là, il fallait un truc facile à prononcer et qu'on peut pas changer. C'est-à-dire, on peut pas le trafiquer, on peut pas mettre d'accent, quoi. Et le groupe, donc, il s'est constitué petit à petit. Donc, au début, avec les frères Décimus, Pierre-Édouard et Georges. Puis Cassave s'est vite agrandi. Vous avez rallié à vous des Martiniquais comme Jean-Philippe Martelly, Jocelyne Berroir, Jean-Claude Nemrod, des Guadeloupéens comme Patrick Saint-Éloi et Claude Vamur. C'était important pour vous et les frères Décimus de former un vrai collectif ? Oui, parce que au départ, ça a fait comme tous les groupes dans tous les coins. On prend les gens du quartier, quoi. On prend les gens du coin, et puis sauf que là, nous, notre quartier, c'est un peu bizarre, quoi. Il y a la Guadeloupe et la Martinique, il y a 300 km entre les deux, mais les 300 km, c'est la mer. Donc il n'y a pas de groupe au milieu. Et on a la même histoire, on a tout pareil, sauf que il y a les 300 km, et puis il se trouve que il y a une fille du coin qui est devenue impératrice. Joséphine. D'un côté, alors du coup, évidemment, je suppose que quand on devient impératrice, on pense un peu à son quartier, donc ça n'a pas beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, ça fait des petites différences, des machins, des querelles de chapelle, enfin et donc, la distance aidant, c'est difficile jusqu'à maintenant de trouver un groupe où il y a des Martiniquais et des Guadeloupéens. Alors il faut qu'ils soient à l'étranger. Vous voyez ? Et lui, il partait du principe que, comme ce sont les mêmes, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des Martiniquais et des Guadeloupéens dans le même groupe, qui fassent une musique. Enfin, voilà, c'était parti de cette idée-là. Et du coup, on a dit non, il faut qu'il y ait des Guadeloupéens et des Martiniquais. Il faut que... On a mis une charte au point, quoi. Parce que je vous dis, on a parlé pendant 1 an, donc on a eu le temps d'échanger sur plein de trucs. Vous avez le temps Et alors, les premiers concerts, vous les avez donnés aux Antilles et à La Réunion. Est-ce que vous avez joué partout dans Outre-mer ? Outre-mer Même à Wallis et Futuna, Ouais. Je suis en train de réfléchir, où est-ce qu'on n'a pas encore joué ? À Mayotte ? Si, on a joué à Mayotte. Saint-Pierre-et-Miquelon ? Si. Non, pas Saint-Pierre-et-Miquelon, voilà, je crois que c'est le seul endroit. C'est le seul endroit où vous n'avez pas joué, Oui, dans les départements d'outre-mer, on fait des départements au territoire, c'est le seul endroit. Parce que vous êtes allé en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Mayotte, La Réunion, la Guyane et les Antilles, bien sûr. Donc il n'y a que Saint-Pierre-et-Miquelon qui manque. Saint-Pierre-et-Miquelon qui manque. Et dans les pays francophones, il manque le Tchad et la Mauritanie. Ah oui, ça fait pas beaucoup, Dans les pays lusophones, je crois qu'on les a tous faits. Les pays qui parlent espagnol, par contre, on les a pas tous faits. Les pays qui parlent anglais non plus. Il reste encore quelques pays à aller découvrir. Oui, il y en a quelques-uns. Alors j'aimerais m'arrêter sur votre tube international, Zouk la Seychelles Médicament Nouni. Comment il est né ce tube et où ? Alors ça a commencé, en fait, ça partit d'une blague. Parce que aux Antilles, à ce moment-là, il y avait, disons, 2 écoles, façon de parler, quoi. Il y avait des gens qui étaient fans de Malavoie, plutôt Malavoie, Falfret, qui étaient des groupes un peu plus jazzy que nous. Leurs fans disaient que ça, c'était la musique. Alors que nous, c'est de la musique, c'est un truc populaire, c'est pas... et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a fait une réflexion en disant « Ouais, mais vous, c'est des accords à 3 notes, truc simple, quoi. C'est un peu simpliste. » Moi, j'ai dit, tu sais, on peut faire avec encore moins de notes, on peut faire avec une seule note même. C'est parti de cette blague-là. Et ça a commencé en Haïti, je crois. J'ai commencé à trouver les premiers riffs, et je trouvais ça en Haïti pendant qu'on était en tournée. Et puis, ça a évolué petit à petit jusqu'à ce que le morceau soit fini, quoi. Et qu'est-ce que Cassave avait envie de dire avec cette chanson ? Il y avait un message derrière ce titre ? À l'époque, pendant qu'on le faisait, non, franchement, on pensait pas à des messages ou des choses comme ça. C'est venu au fur et à mesure, et après il y a eu le texte, il y a Georges qui a fait le texte, et puis c'est après coup, en fait, qu'on s'est rendu compte de la façon dont les gens ont récupéré le morceau, quoi. Qu'on s'est rendu compte que, c'était une demande, c'était un besoin, ça voulait dire quelque chose, quoi. C'était pas un hasard, quoi. C'était un peu une satire, en fait, non ? Oui, en fait, tout le monde a retenu le refrain. Mais en fait, je dis que je comprends pas, comment ça se fait que, nous, les Antillais, on a toujours la banane, on est toujours positif, quoi. Alors que des galères, on peut en parler, on sait ce que c'est. Si on part depuis, pourquoi on est aux Antilles, c'est parce qu'on est arrivé esclave, on n'est pas arrivé en vacances, quoi. C'est quand même loin de l'Afrique. Et
des trucs, c'est pour parler de souffrance, des choses comme ça, on peut en parler pendant des années, des siècles. Bon. Mais bon, on évite, je veux pas dire que c'est bien, mais on évite, on pense plutôt au côté positif des choses, voir on va finir par s'en sortir. De toute façon, si on a survécu à tout ça, je vois pas ce qui peut nous tuer maintenant. C'est que vraiment, on est increvable, quoi. Et il paraît que même Aimé Césaire, il avait repris la phrase Zouk la Seyssel médicament nouni dans l'un de ses discours. C'est vrai? À tel point c'est important. J'ai entendu parler de ça. Bon, moi, ce que j'ai retenu, c'est que Aimé Césaire, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment quand on allait en Afrique, parce que ça représente vraiment quelque chose. Lui représentait vraiment quelque chose. Lui, Senghor, et enfin, tous ceux qui ont défendu la négritude et qui ont fait évoluer les choses. Alors aujourd'hui, évidemment, les plus jeunes écrivains disent oui, mais bon, évidemment, mais eux, ils n'étaient pas encore nés. Bon, voilà, et il fallait bien que quelqu'un lance la machine pour qu'elle arrive à ce que c'est aujourd'hui, à ce que des jeunes écrivains puissent parler d'une autre voix. Bon, et je sais qu'en Afrique, Aimé Césaire, c'est un nom qui est très respecté. Et un jour, quelqu'un m'a dit, vous savez, le lien qu'on a, nous, l'Afrique, avec les Antilles, ça tient en 2 personnes. Aimé Césaire, Kassav. Ah, c'est génial. Ouais. Ah bah oui, là, je trouve ça... c'est la gloire. Et alors cette chanson, je reviens à Zouk la Seyssel médicament nouni, elle a donc donné son nom à la musique, le zouk, et elle est sortie en 1984. Alors en 1985, vous avez fait votre premier zénith à Paris, sans promo, et c'était rempli, 80 000 personnes. Et à partir de 1985, vous êtes parti en tournée en Afrique. Et là, c'était vraiment la folie. À Luanda, en Angola, en pleine guerre civile, vous avez chanté devant 90 000 personnes. Vous attendiez un tel succès au début en Afrique? Du tout. Essayez d'imaginer la Guadeloupe ou la Martinique à l'époque, c'était quoi, 400 000 habitants dans chaque île. Bon, la première tournée qu'on a fait en Afrique, on nous a invités à venir en Côte d'Ivoire. Alors bon, oui, sur le papier, comme ça en théorie, oui, l'Afrique, oui, on entend parler, mais bon, on est arrivé à Abidjan. Abidjan, alors je peux pas vous dire combien de personnes il y a, combien d'habitants il y a dans Abidjan, mais je sais qu'il y avait un quartier qui s'appelle Yopougon. C'est un quartier d'Abidjan où il y avait d'ailleurs, il y a une super BD, Aya de Yopougon, ouais. Par exemple. Dans ce quartier-là, il y avait 1 million d'habitants à l'époque. Imaginez que nous, l'île entière, c'est 400 000 personnes. Vous voyez? Bon, et la ville où il y a Yopougon, donc Abidjan, c'est énorme. Je pense que oui, c'est énorme. De toute façon, par rapport à la Guadeloupe, c'est non seulement en surface, mais en nombre d'habitants. Et nous, on se retrouve à être star dans cette ville-là. Un truc incroyable, quoi. Donc on n'arrive même pas à réaliser, on a été, oui, on a joué, oui, on est content, mais on n'arrive pas à réaliser la disproportion, quoi. Vous voyez, c'est l'Angleterre qui se retrouve maître du monde, quoi. Alors qu'on voyait la taille de l'Angleterre par rapport à l'Empire britannique, vous dites, ouais, mais comment ils ont fait? Mais nous, on s'est retrouvés dans cette position-là, mais avec de la musique. Bon, c'était cool, hein, bon. Et franchement, on pensait pas qu'on aurait autant de succès. Et ça a bien marché, mais il y a eu des galères quand même aussi. Ben oui, il y a eu des galères, mais il y en a eu partout. Il y en a eu en France, il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu dans plein d'endroits. Bon, pas plus en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, évidemment, il y a plus de choses à raconter parce que c'est anecdotique, mais on a eu des galères dans plein de pays. Ouais, quand on part en tournée, il y a toujours des galères. Et puis surtout parce que nous, on débutait, on essuyait les plâtres. Donc, il y a plein de choses qu'on a découvert en le faisant. Parce qu'on n'avait pas de manager, parce qu'on ne savait pas comment on faisait les choses, et puis on ne s'attendait pas à avoir un tel succès, donc on n'était pas préparé à ça. Et puis en plus, il y avait des producteurs un peu véreux qui ne payaient pas les hôtels, quoi. Oui, notamment. Il y en a qui ne payaient pas les hôtels, qui ne payaient pas le groupe, qui ne payaient pas le matériel. Et on se retrouvait que quand il y a un concert, tout ce qu'on sait, c'est Kassav. Vous avez acheté des tickets pour aller voir Kassav. Qui est organisé, vous ne connaissez pas. Bon. Donc si le concert n'a pas lieu, c'est la faute de Kassav. Si le moindre problème, c'est Kassav. Et en 1986, vous avez fait un coup incroyable. Vous avez rassemblé 250 000 personnes à Vincennes lors du premier carnaval tropical de Paris. Kassav et le carnaval, c'est vraiment une vieille histoire? Oui, parce que nous, on vient d'un tout petit pays, 400 000 habitants. Je vous dis, c'est un quartier. Bon. Et chez nous, il y a le carnaval. Alors, moi, franchement, on parle beaucoup du carnaval de Rio de Janeiro. Bon, c'est pas 400 000 habitants, là.
Et franchement, je pense pas qu'on ait à avoir honte de notre carnaval, parce que toute proportion gardée. C'est un peu comme si je vous disais, oui, les footballeurs brésiliens sont les meilleurs du monde. Oui, d'accord, mais enfin, si vous regardez la taille du Brésil, et puis vous mettez la Guadeloupe à côté ou la Martinique à côté, c'est même pas une ville, c'est un village. Bon, il n'empêche qu'on a quand même beaucoup de footballeurs de très très haut niveau, du niveau des Brésiliens, pour des si petits pays. C'est carrément incroyable. Je ne sais pas si vous connaissez un autre pays où il y a si peu de gens et où il y a autant, par exemple, d'athlètes de haut niveau ou de quelque chose. Enfin bon. Et d'écrivains et de musiciens. Ben oui, alors le carnaval, c'est pareil à toute proportion gardée. On a un très beau carnaval. Et puis vous avez commencé à faire des concerts donc dans le monde entier. On a parlé de l'Afrique et en 1989, vous êtes le premier groupe noir à donner un concert en URSS à Leningrad, l'ex-Saint-Pétersbourg. Vous avez été bien accueillis là-bas? Très bien. Ouais, vous en gardez un bon souvenir? Ah oui, très bien. Ouais. On a fait une salle qui faisait 6000 places. On a dû faire 3 concerts, si j'ai bonne mémoire. À cette époque-là, on doutait de rien. Il y a quelqu'un nous a appelé en disant « Ouais, est-ce que vous pouvez venir faire un concert en URSS ?»« Ouais, pas de problème. » Bon, finalement, on va en faire 2. « Ouais, d'accord. Finalement, on va en faire 3. » Ok. Et vous avez rejoué là-bas depuis? Non, on n'y est pas retourné. Mais parce que, entre-temps, la géopolitique a changé. C'est devenu beaucoup plus compliqué. Mais on peut retourner. Oui, ça... Et vous avez joué aussi au Japon, vous êtes assez connu, vous avez percé comment au Japon? C'est un Français qui était là-bas, qui était intéressé à faire le concert. Alors dans le détail, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais n'empêche qu'on a joué, on a fait 3 ou 4 concerts, je crois. On était soutenu par une télé câblée, parce que là-bas sur la chaîne nationale, on ne peut pas mettre de groupe étranger. Enfin à l'époque en tout cas. Et nous on était, c'était complet tout le temps. Et on devait y retourner dernièrement, justement après la Polynésie. Il y a eu un problème d'avion qui a pris du retard et du coup c'était un peu juste pour arriver pour le concert. Et de tous ces concerts que vous avez faits à travers la planète, Jacob Desvarieux, est-ce qu'il y en a quelques-uns dont vous gardez des souvenirs particulièrement forts? Oui, les premiers. Parce que puis à chaque fois c'est des challenges quoi. Le premier concert au Zénith par exemple, c'était pas écrit, c'était tout le monde s'est mis à rire quand on a dit ça parce que de toute façon le Zénith c'était la plus grosse salle qu'il y avait en France à l'époque. Ça venait d'ouvrir. Il y a que les très grands artistes du coin ou des artistes internationaux qui passaient là-bas avec plus ou moins de succès. Donc nous c'était un pari pratiquement perdu d'avance quoi. Sauf qu'on a rempli. Et que, entre-temps, avec les années, on a fait, je crois, au moins 60 représentations là-bas. Ouais. On est le groupe qui a fait le plus de représentations au Zénith. Et puis vous avez vraiment réussi à créer un pont en fait entre Paris et les Antilles. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux quand même. Non, il n'y avait pas besoin. Ça marchait comment la promo? Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Oui, puisqu'en fait les médias nationaux ne parlaient pas de nous. Il n'y avait pas encore de médias vraiment attitrés, ça débutait quoi. Donc le seul moyen c'était le bouche à oreille, c'était le fait que par exemple on soit passé mettons en Guadeloupe, tous les Guadeloupéens sont au courant, que ce soit ceux qui sont là-bas ou ceux qui sont ici. Et pareil en Martinique, et pareil en Haïti, pareil en Afrique, pareil dans tous les pays. Donc du coup, en attaquant un concert à Paris, on avait les ressortissants de tous ces pays-là qui venaient. C'est comme ça aussi qu'on a fait le Stade de France et qu'on a fait l'Arena de Nanterre dernièrement, il y a combien? Oui, c'était en 2019, pour les 40 ans de Kassav. Ah oui, ça c'était le monde d'avant. Quand on pouvait faire des concerts avec des milliers de personnes. Ouais. Merci beaucoup Jacob Desvarieux, on se retrouve très vite pour notre 3e et dernier épisode de Ma Parole. Jacob Desvarieux, on est très heureux de vous retrouver ici dans notre studio à Malakoff, près de Paris. Alors dans notre 2e épisode, nous avons parlé de la création du groupe Kassav, dont vous êtes l'un des pères fondateurs, et de votre tournée en Afrique dans les années 80, ainsi que de votre tube Zouk la Seyssel Médicament Nouni. J'aimerais qu'on s'arrête sur un autre tube, Si et Bois. Quelle est l'histoire de cette chanson?
Wow, c'était quoi déjà? Je crois qu'on était à La Réunion. On préparait un album et on était en tournée en même temps. Et puis voilà, et puis ce morceau-là est venu. Et puis on travaillait sur la musique. Et puis je crois que c'est Jocelyne qui a fait les paroles ou Pierre-Édouard, je sais plus en fait. Vous travaillez toujours comme ça, un peu de manière collective Ben on n'avait pas trop le choix parce qu'on était tout le temps en tournée. Ouais. Donc on avançait petit à petit. Des fois, on montait carrément un studio dans une des chambres et puis on travaillait dessus, quoi. Et là, ça parlait des hommes battus. Des hommes battus? Bah oui, il n'y a pas que des femmes battues. Bon, enfin, c'était un peu humoristique, mais oui, ça parlait des hommes battus. Bon. Et de toute façon, quand on parle d'hommes battus, évidemment, on pense aux femmes battues, parce que on a l'impression qu'il n'y a que le monde est noir ou blanc. Il n'y a rien entre les deux, quoi. Et les hommes battus, on les envoyait scier du bois? Ben, notamment, on leur demandait de faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, ou c'est un peu l'histoire du monde, quoi. Et alors, le clip, il est incroyable, il a été tourné à Kinshasa. Est-ce que c'est pour vous le plus beau clip de l'histoire de Kassav? Ben oui, c'était une aventure, parce qu'en fait, on n'était pas parti pour faire un clip, on était parti pour faire un documentaire. Et puis, on était censé tourner le clip un peu avant, et ça s'était très mal passé. Et pourquoi ça s'était mal passé? Ben, on s'est retrouvés. Alors, l'idée, c'est de faire tourner le clip pendant qu'on était en tournée en Afrique. Sauf qu'on a commencé la tournée par la Guinée-Bissau. Et il y a eu un problème avec le producteur qui nous a fait venir. Enfin bon, c'était un peu compliqué et on n'a pas pu tourner. Et du coup, sur le documentaire qui était prévu de faire après, j'ai détourné un petit peu l'attention des gens et du coup on a fait le clip à partir des images de la tournée, quoi. Et grâce un peu au documentariste en fait. Voilà, un peu. Et Jacob Desvarieux, il faut quand même le dire, vous avez une voix absolument unique. Hein. Il y avait des chanteurs dans votre famille ou elle vous vient d'où en fait cette voix? Dans ma famille, je ne sais même pas s'il y avait des musiciens, même pas que je sache. La voix, c'est le hasard, la chance, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Un jour, avec un des groupes avec lesquels je jouais, avec Bad Grass justement, on a eu une opportunité pour enregistrer un single, 45 tours à l'époque. Et une des chansons devait être chantée par le batteur. Mais techniquement, un batteur ne peut pas chanter en studio, quoi, pendant qu'il joue de la batterie. Parce qu'il y a plein de micros, et puis qu'on va l'entendre chanter dans la batterie, etc. Et donc, on m'a demandé de faire une voix témoin, juste pour guider tout le monde, quoi. Et le producteur qui était dans la cabine, il a dit non, c'est lui qui doit chanter. J'aime bien sa voix. Et ça, c'était avec The Bad Grass, Voilà. C'était votre groupe de collégiens Voilà. à Marseille. Donc, il y avait un producteur qui vous avait repéré à ce moment-là. Voilà. Sinon, vous n'étiez pas spécialement parti pour chanter. Ah non, pas du tout. Vous, c'était la guitare. Oui, de la guitare, point. Chanter, non, j'étais pas dedans. Et d'ailleurs, c'est la seule expérience que j'ai fait du genre. Et puis, j'ai repris avec Kassav. Entre les deux, j'ai pas chanté. Et il y a d'autres gens à Kassav qui vous ont dit « Ah bah tiens, tu devrais t'y mettre ». Non, en fait, c'est bon, parce que on faisait de la musique, on faisait ça pour rigoler, quoi. On s'amusait. Bon, alors donc, à un moment donné, j'ai dit « Mais tiens, je vais faire un disque solo ». J'ai appelé les copains. J'ai chanté. Mais comme on n'avait pas les moyens financiers pour pouvoir finir le disque, on a fait le tour des producteurs pour demander qui voulait financer il manquait des cuivres, il manquait 2-3 choses, quoi. Et il y en a un qui a dit ouais, ça c'est bien, hein, les morceaux, la musique c'est bien, mais il faudrait prendre un vrai chanteur, quoi. Et donc il a dit voilà, on n'a qu'à trouver un vrai chanteur, si possible un chanteur martiniquais, parce qu'à l'époque lui il considérait que les bons chanteurs étaient tous en Martinique. Et ah ouais, les fameuses querelles de chapelle. Hein. Voilà. Et donc on a fait des castings, tout ça. Et finalement, il nous a proposé des chanteurs qui étaient pratiquement sous contrat avec lui, qui avaient Jean-Philippe Martelly et Jean-Paul Pognon, qui sont venus. Ils ont écouté les morceaux, ils les ont travaillés, puis ils sont venus en studio pour les chanter, pour essayer. Et puis ils ont dit, oui, bon alors, il y a un morceau, bon, nous on aime bien comme ça, on aime bien avec la voix qu'il y a dessus, mais ça fait que c'était moi. Ils en aiment bien comme ça, bon, maintenant si vous voulez on peut le faire, hein, mais bon, on l'a travaillé.
mais on aime bien avec la voix qu'il y a dessus. Et le producteur a dit, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas celui-là qui va marcher, donc on peut laisser comme ça. Pas de chance. Ça a marché. Voilà. C'était quel titre ? Soukounian. Alors, on entend dire souvent que Kassav, c'est une famille et que quand vous partez en tournée, vous n'êtes jamais moins de 10. Il y a les 4-5 leaders, la section cuivre, les chœurs, les danseurs. Est-ce que vous, à titre personnel, vous vous êtes dit parfois, allez, je mène ma carrière en solo, tranquille Non, parce que moi, j'ai commencé, évidemment, par le rock. Donc, l'histoire des groupes de rock, que ça aille des plus petits aux plus grands, on est plus ou moins au courant de tiens, ce groupe-là n'a pas tenu à cause de ci, ils sont séparés à cause de ça, que ce soit les Beatles ou quel que soit le groupe, quoi. Et des musiciens ou des chanteurs ou autres qui aient quitté un groupe pour faire une carrière solo, ceux qui ont réussi, c'est quand même très rare, quoi. C'est très très rare. Il y a John Lennon. Oui, mais et encore, parce que John Lennon n'a pas fait plus que les Beatles. Bon, il était dans les Beatles sont séparés, il s'est retrouvé tout seul. Ils ont tous fait une carrière solo parce que de toute façon, il n'y avait pas le choix, il n'y avait plus de groupe. Mais il n'a pas quitté le groupe pour faire une carrière solo. Michael Jackson, oui. Bon, lui, c'est le cas. Bon, il y a eu qui encore ? Il y a eu George Michael, qui était en Wham, il a quitté. Bon, il y a eu 2-3 cas comme ça qui ont réussi, mais la plupart du temps... finalement, ça vous tentait pas vraiment ? Non, parce que de ce que j'ai vu comme expérience, c'est rare que ça marche, jusqu'à aujourd'hui. En 2002, le regretté Patrick Saint-Éloi a quitté le groupe. C'était vraiment un des ambassadeurs de Kassav. La même année, le groupe a quitté son label Sony. Est-ce qu'il y a eu des moments où Kassav a vraiment tangué ? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, quand Patrick a quitté, oui, ça nous a tous embêtés. Il nous a dit avant, il nous a dit, moi les gars, je vais arrêter au bout de à telle période parce que j'ai envie de poser mes valises, etc. Bon, oui. Et on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on le remplace ? Mais le remplacer, c'est pas une équipe de foot, quoi. On peut pas remplacer quelqu'un comme ça dans un groupe. Surtout quelqu'un qui a une personnalité, parce que justement on a choisi les chanteurs, tout ça, sont devenus des personnalités, c'est pas juste des gens qui chantent. Donc on va dire qu'on va prendre quelqu'un qui chante mieux ou moins bien et qu'il va le remplacer, puis ça va passer. Non, ça passe pas. C'est pas début qu'on marque. Et on a décidé de continuer, sans lui, mais sans le remplacer non plus. Voilà, c'est comme ça. Donc le groupe, il a jamais vraiment tangué, quoi. Il y a eu peut-être probablement des querelles, des dissensions, mais ça n'a jamais été au point de vous séparer, quoi. Non. Avec Kassav, on vous a vu aussi au cinéma en 1992 dans Siméon, le film de Zane Palsy. Et plus récemment, en 2016, vous avez joué dans The Young Pop. Je ne sais pas si je le prononce bien. Une série américaine avec Jude Law sur Netflix, dans laquelle vous jouez le rôle d'un cardinal africain. Vous êtes parfait. Comment vous êtes retrouvé dans cette série ? C'est-à-dire qu'un jour, j'étais parti avec Katusha. Enfin, j'étais invité par Katusha, entre autres, qui était mannequin vedette ici. Une des premières noires mannequins. Connu, quoi. Il y avait un défilé de mode à Dakar et j'ai été invité là-dedans et je me suis retrouvé, j'ai fait connaissance avec comment je pourrais dire ça, un agent de cinéma qui est blonde, rien à voir, quoi, et qui s'intéresse, en tout cas qui représente beaucoup de comédiens noirs, arabes, choses qui sont très peu demandées sur le marché, mais c'est son truc. Voilà. Et elle me dit, ouais, tu devrais faire du cinéma. Je dis, ouais, merci. Je suis musicien, c'est bon. Et elle a insisté, et puis finalement, je dis, ouais, bon, pourquoi pas. Mais, tu sais, je peux pas m'engager, parce que dans le cinéma, le problème, c'est qu'il faut dire oui 6 mois avant, voire plus. Et moi, 6 mois avant, je sais pas où je serai. Si je suis en tournée, je vais pas laisser ma tournée pour aller faire ton film. Donc, je risque de te planter souvent, quoi. Ce qui est arrivé d'ailleurs. Mais ça l'a pas dissuadé. Non, elle a insisté. Et puis donc, j'ai joué dans quelques films.
Alors, je fais des petites apparitions parce que moi, j'estime que je milite pour qu'il y ait plus de comédiens noirs dans les films, que ça corresponde plus à la réalité de la société, quoi. Et à chaque fois que je parle de ça, on me dit, justement, j'ai un rôle pour toi. Mais moi, je suis pas comédien, moi, je suis musicien. Bon, alors je peux faire un petit truc, oui, pour rigoler, mais je peux pas faire un rôle, rester 3 mois sur un plateau, tout comme ça, je peux pas faire ça. Parce que d'abord, c'est pas mon métier, il faudrait que je passe beaucoup de temps là-dessus. Et j'ai un groupe qui tourne, donc voilà. Et donc, je me suis retrouvé dans certains trucs. Et d'ailleurs, cette série-là, avec Jude Law. The Young Pop, je répète. Elle m'a proposé ça, et j'ai dit, tu sais là, tu me proposes 15 jours de tournage, et c'est dans 6 mois ou dans 1 an, je suis pas sûr. Je vais vous planter. Parce que si j'ai des concerts à ce moment-là, vous êtes sûr que vous me verrez pas. Et on a signé le contrat comme ça. J'ai dit, si jamais... j'ai pris toutes les précautions, ça n'a pas raté. Le jour où ils ont dit, alors le tournage, ce sera de tel jour à tel jour à Rome, de tel jour à tel jour. J'ai dit, je serai en Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, je me suis dit, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Bon, mon rôle n'est pas le plus important. Ils ont déplacé le tournage. Ah ouais, c'est quand même la gloire, là. Oui, mais je sais pas pourquoi. Parce que franchement, par rapport aux acteurs qu'il y avait dans le film, moi, un tout petit truc, quoi. Enfin bon. Et vous l'avez regardé, cette série ? Oui, j'ai regardé. Ça vous a plu ? Ah oui. Même en lisant le scénario, déjà, waouh. C'était impressionnant. Surtout que, au moment où c'est sorti, il y a des choses qui paraissaient presque normales, mais au moment où ça a été tourné, le pape actuel n'était pas encore pape. Vous voyez ? Donc il y a plein de choses qui ont évolué depuis, qu'à l'époque, on pensait que mais jamais ça n'arriverait, quoi. D'entendre un pape dire, alors les homosexuels, tout ça, vous êtes quand même les enfants de Dieu, allez, vous pouvez venir à l'église. On va pas vous marier tout de suite, mais bon. Ah ouais, donc ça vous a quand même plu, cette expérience. Finalement, vous allez en refaire de temps en temps du cinéma. C'est intéressant de faire du cinéma. Le problème, c'est qu'il faut avoir le temps. Et puis, il faut avoir les compétences. Il faut faire un petit rôle vite fait. Oui, ça c'est... Tout le monde peut faire ça. Mais faire un rôle vraiment, il faut... c'est comme tous les métiers. On passe 10 ans à apprendre. Et puis après, on peut commencer à dire, on connaît un peu. Vous avez eu de gros soucis de santé il y a quelques années, au point d'être dialysé pendant 1 an et de devoir faire une greffe du rein. Comment vous avez fait pour continuer la scène malgré tout et la musique avec tous ces soucis ? Il n'y avait pas le choix. C'est que soit je me laissais aller, et là je pense que j'aurais pas survécu, parce que c'est très prenant, et puis c'est une maladie, c'est pas un jeu, quoi. Ça bouffe tout, quoi. Donc du coup, il fallait que je tienne et il fallait que je continue à tourner. C'est-à-dire, ce sont les médecins même qui me disaient surtout il faut pas arrêter. Et c'était dur parce que ça épuise, et il y a des concerts, par mal à la fin, les concerts, je les finissais assis. Alors vu de la salle, on avait l'impression que je faisais une frime, je m'asseyais pour jouer de la guitare, machin. Non, en fait, c'est parce que je pouvais plus tenir debout. Et heureusement, on m'a trouvé une greffe, ce qui m'a fait gagner 10 ans, quoi. Parce que pendant 1 année, c'était un peu une souffrance. Ah ouais, c'était vraiment très dur. Après, ça m'a ouvert les yeux. Sur le fait de la greffe, par exemple, sur le fait que quand vous cherchez une greffe, par exemple, souvent c'est quelqu'un qui a eu un accident ou je sais pas, enfin, qui est dans des situations assez difficiles, et si la personne meurt, on peut récupérer ses organes. À l'époque, il fallait demander l'autorisation de la famille. Et la famille, à ce moment-là, c'est pas trop leur souci, ça. Au-delà des côtés religieux ou autres, même avec la meilleure volonté, vous voyez, on vous dit, tiens, il y a votre frère qui est mort, est-ce qu'on peut récupérer ses organes ? Non. Voilà. Aujourd'hui, on a un peu plus pris conscience de ça. Ouais. Et en tout cas, vous dites que vous avez gagné 10 ans, c'est ça, ouais. Mais oui, c'est comme si j'étais malade pendant 10 ans, et puis d'un coup, je reviens en arrière les 10 ans avant, et là, je suis en pleine forme. Ça change la vie.
C'est génial. Alors, au cœur de cette carrière menée tambour battant, vous avez donné naissance à 4 enfants, dont des jumeaux qui ont aujourd'hui une trentaine d'années. Est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui a envie de prendre la relève et de faire de la musique comme vous ? Les jumeaux, par exemple, ils adorent la musique. Mais ils m'ont dit qu'ils ont fait une petite étude, comme ça. Une étude sur la question. Ouais. Et ils se sont rendus compte que les fils d'eux, en musique, ça marche pas. Oh, ça dépend. En cinéma, il y a des fils d'eux qui sont devenus même plus célèbres que leur père, ou meilleurs, ou considérés comme meilleurs. En musique, non. Que ce soit ici ou aux États-Unis, dans n'importe quel pays. Les fils d'eux, oui, quand vous êtes le fils d'une célébrité, vous allez passer à la télé, évidemment. Pour des raisons X ou Y, on vous fera passer. Mais pour dire que vous allez arriver même à la moitié du succès de votre père... Donc du coup, ça les a dégoûtés. Mais oui, parce que le moindre endroit où ils vont, dès qu'ils disent leur nom, on dit « Ah, tu es le fils d'un tel ?» ça calme. Pour se faire un prénom, c'est difficile. Moi, à ma connaissance, il n'y a que Mathieu Chédid qui a réussi le pari. Mais il y a Charlotte Gainsbourg un petit peu. Non, même pas. En musique, Charlotte Gainsbourg par rapport à Serge Gainsbourg. Non, c'est sûr que c'est pas pareil. Même par rapport à Jane Birkin. Voilà, on est très très loin du compte. En cinéma, oui. Cinéma, oui. Mais pas en musique. Il y a Mathieu, lui, au moins, lui s'appelait M. Personne ne savait qui c'était. Enfin, vraiment, peut-être ses intimes, mais personne ne savait que c'était le fils de Louis Chédid. Voilà, donc lui, il a pu faire une carrière qui a été même plus loin que son père. Vous voyez, mais tous les autres fils d'eux, oui, c'est le fils d'eux. Mais ils ne sont pas reconnus ni dans leur métier par rapport à ce qu'ils font, encore moins par rapport à leur père. Du coup, ils font ça en amateur, tranquille ? Oui, ils s'amusent, ils profitent de... C'est un peu comme si je disais, ils profitent de l'héritage, quoi. Mais c'est pas leur prénom qu'on retient, quoi. Ouais. Et donc ça a calmé mes enfants. Après... il y a le plus jeune, le dernier, qui veut faire ingénieur du son, donc lui, il est dans autre chose. Mais sinon, faire de la musique, même vraiment, je comprends que c'est compliqué, quoi. Parce qu'un enfant est toujours censé faire mieux que ses parents, quel que soit le métier. Sauf que dans ce métier-là, c'est tellement compliqué. Avant de se quitter, Jacob Desbarrieux, je vais vous demander de nous dire avec quelle chanson vous souhaitez que l'on se sépare et pour quelle raison ? Au hasard, là, c'est le médicament de nuit. Surtout ça s'impose en ce moment. Oui, parce que ça aide. Je pense que c'est une chanson qui aide les gens à être optimistes. Et qu'en ce moment, on a bien besoin de ça. Merci beaucoup, Jacob Desbarrieux. C'est un plaisir de faire ce numéro de Ma Parole avec vous. À la prise de son aujourd'hui, c'était Bruno Dessommes. À bientôt. Au revoir.
médicaments.